وجده. C'est bon. Donc, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Donc, on est réunis ce matin, ce jour du 24 juin 2023, pour évaluer ou bien pour la soutenance publique d'une thèse de doctorat qui va être présentée dans la spécialité génie des matériaux et qui est inscrite au laboratoire LSPM de Guelma. Elle va être présentée par mademoiselle Amior Aïcha et dirigée par professeur Sadha Hamid. Donc, l'intitulé Synthèse et caractérisation des polysaccharides, des nouveaux biopolymères à partir de la biomasse végétale locale. Le jury n'est pas complet, on excuse une présence et peut-être qu'elle va nous rejoindre via WhatsApp. Donc, on va accorder à mademoiselle Amior Aïcha 30 minutes maximum pour nous présenter, même plus si tu veux, jusqu'à 40 minutes, on peut aller jusqu'à 40 minutes facilement pour nous présenter l'essentiel des travaux. Et tu peux commencer. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs du monde jury, tout d'abord, je tiens à vous remercier pour l'intérêt que vous avez accordé à mon travail dans le cadre de ce jury. Je tiens également à remercier mon directeur de thèse, professeur Strahani, pour son encadrement tout au long de mon doctorat. Je remercie en fait tous ceux qui m'ont fait l'amitié de venir assister à la soutenance aujourd'hui. Alors, la thèse que je soumis à la discussion de mon jury s'intitule Synthèse et caractérisation des polysaccharides qui sont des nouveaux biopolymères à partir de la biomasse végétale locale. Alors, la présentation se déroulera selon les points suivants. Une introduction où je compte de mettre le travail dans son contexte avec les objectifs visés. Une étape préliminaire concerne la description des produits utilisés et les méthodes suivies lors de la préparation des matériaux soviétiques, c'est-à-dire les nanofibres de cellulose et par la suite les films composites. Une fois les matériaux sont synthétisés, je passe à l'évaluation de leur performance et de leurs propriétés fonctionnelles, tout cela en combinant des techniques spectroscopiques et microscopiques. Enfin, les principaux résultats obtenus sont résumés dans la conclusion, ainsi que des perspectives sont proposées pour qu'elles puissent être entreprises dans des travaux futurs. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je compte mettre le projet dans son contexte, cela à travers une illustration d'une application de la vie courante qui est l'emballage des produits alimentaires. Alors, les emballages sont partout, ils font partie de la vie quotidienne. On en a sur tous nos produits, quels que soient solides ou liquides, et de toutes les matières. On s'en sert pour stocker nos aliments, barquettes, bouteilles ou sachets en plastique. Les emballages sont des outils marketing très efficaces. On oublierait presque que leur fonction première est de préserver les aliments le plus longtemps possible. Le problème qui se pose ici est que moi et vous, comme beaucoup des Algériens, on n'a jamais songé que nos emballages puissent être une source de danger pour nous et nos familles. Comment je vous explique? Actuellement, une part importante des matériaux d'emballage est constituée de plastique ou de complexes papier carton à base de polymères d'origine pétrochimique, comme le polyéthylène, le polychlorure de vinyle. C'est vrai que ces polymères sont miracles en termes de propriétés, surtout mécaniques et barrières, cependant, ils présentent des inconvénients majeurs. Origine non renouvelable, par conséquent, le futur épuisement des réserves de pétrole et donc l'évolution du prix des ressources fossiles, faible recyclabilité et faible biodégradabilité. Ces polymères requièrent généralement beaucoup de temps, entre 200 jusqu'à 1000 ans pour leur totale biodégradation, donc l'accumulation de déchets. En fait, les images choquantes de plages recouvertes de déchets plastiques sont vraiment alarmantes. Et donc, ce qui engendre des problèmes environnementaux comme la pollution et le réchauffement climatique. Les risques sanitaires aussi. Certaines substances chimiques de ces matériaux d'emballage finissent par pénétrer à l'intérieur de nos aliments. Donc, la molécule la plus décriée est le bisphénol A. Cette substance est le responsable numéro 1 de plusieurs maladies chroniques comme le diabète, le cancer et les troubles neurologiques. Dernièrement, une prise de conscience environnementale est apparue aussi bien dans les sphères citoyennes que politiques, motivant ainsi la recherche vers de nouveaux matériaux biodégradables issus de sources renouvelables comme alternative aux matériaux à base de pétrochimie.
Donc, dans ce contexte, l'intérêt pour les biopolymères issus du monde végétal est particulièrement important. Parmi ces biopolymères, on a la cellulose. D'abord, c'est quoi la cellulose? La cellulose est le polymère naturel le plus abondant sur Terre. Sa production par photosynthèse est estimée à 10 à la puissance 11 jusqu'à 10 à la puissance 12 tonnes par an. Côté chimique, la cellulose est un homopolymère linéaire constitué d'un enchaînement d'unités des glycopyranoses liées entre elles par des liaisons glycosidiques. Donc, avec le développement de la nanotechnologie, la cellulose a suscité un grand intérêt pour sa nouvelle forme de nanocellulose, en particulier les nanofibres de cellulose. C'est quoi ces nanofibres? Les nanofibres de cellulose sont des particules longues et flexibles avec au moins une dimension à l'échelle nanométrique. Ces nanofibres peuvent être extraites d'une grande variété de sources par différents procédés. Donc, en raison des dimensions fines des nanofibres de cellulose de taille nanométrique et la présence des groupements hydroxyles permettant donc de fortes interactions inter- et intramoléculaires, ces nanofibres de cellulose sont capables de former des réseaux tridimensionnels compacts avec possibilité d'utilisation dans des fils résistants mécaniquement et avec de bonnes propriétés barrières, donc capables de concurrencer les matériaux d'emballage susmentionnés. Par contre, là, il y a un problème avec ce matériau est que les nanofibres de cellulose sont sensibles à l'eau et à l'humidité, ce qui limite leur performance dans des conditions humides. Donc, pour remédier à ce problème, plusieurs solutions technologiques ont été proposées. Parmi ces solutions, on a la technologie biocomposite, d'où l'objectif de notre thèse. En réalité, on a 3 objectifs. Au niveau industriel, d'une part, l'objectif était la réduction du prix. Donc, pour ce faire, on a joué sur 2 côtés, donc le coût des matières premières et les procédés de fabrication. Donc, on a utilisé des matières premières renouvelables et abondantes à partir de la biomasse végétale avec des procédés moins énergétiques par rapport aux procédés thermiques traditionnels qui demandent à la fois du temps et de l'énergie. La deuxième fin est la réduction du poids. Donc, on a travaillé à l'échelle nanométrique. En fait, les gains de masse sur structure sont stratégiques au niveau de l'industrie. Côté environnement, l'objectif était de développer des matériaux recyclables avec des procédés respectueux de l'environnement, ce qui constitue une alternative prometteuse pour contrer les problèmes environnementaux, surtout l'éternel problème de la gestion des déchets. D'autre part, on a associé un objectif scientifique qui est la valorisation de la biomasse végétale par l'extraction des nanofibres de cellulose. Par la suite, l'incorporation des nanofibres de cellulose préparées pour la production des composites avec des propriétés barrières améliorées destinées à être utilisées comme matériaux d'emballage. Donc, remplir ces 3 objectifs nous permettre d'élargir le domaine d'application des matériaux préparés. Donc, pour réaliser ces objectifs, notre thèse est divisée en 2 parties. Donc, la première partie consiste à valoriser la biomasse végétale par l'extraction des nanofibres de cellulose. Et dans la deuxième étape, on a essayé d'élargir un peu notre étude. Donc, les nanofibres de cellulose préparées dans la première étape doivent être appliquées. Donc, on a sélectionné les nanocomposites comme domaine d'application. Donc, on a incorporé les nanofibres de cellulose préparées dans la première étape comme renfort dans une matrice acrylique pour améliorer certaines propriétés des nanofibres de cellulose. Donc, dans notre étude, on s'intéresse beaucoup plus aux propriétés barrières. D'abord, c'est quoi les propriétés barrières? Ce sont l'aptitude ou la capacité d'un matériau à limiter la pénétration de certaines substances diffusantes à travers sa structure. Alors, je commence par la première partie qui consiste à réussir l'extraction des nanofibres de cellulose. Vous connaissez tous que l'Algérie, par sa position géographique, possède une immense richesse végétale très diversifiée. Le problème, c'est que la majorité de ces espèces ne sont pas encore valorisées et exploitées. C'est pourquoi, de plus, le niveau de production des fibres cellulosiques ne répond pas aux demandes industrielles croissantes. C'est pourquoi, dans ce travail, qu'est-ce qu'on a fait? Dans un premier lieu, on a incorporé de nouvelles fibres naturelles, locales, non valorisées et non exploitées, qui sont les fibres de Ziziphus jojoba. Dans un deuxième lieu, on a essayé de montrer que même les fibres des résidus agricoles
dans notre cas les fibres libériennes de chanvre, peuvent être aussi valorisées et exploitées pour la production de diverses matières cellulosiques. Donc, comme toute matière végétale, ces deux plantes sont constituées de plusieurs macromolécules étroitement liées entre elles au sein de la paroi végétale. Donc, comme vous voyez, les composés les plus majoritaires sont la cellulose, l'hémicellulose et la lignine, en ordre de décroissance. Une fois on a sélectionné les matières premières, c'est-à-dire les matières végétales, on passe à l'étape de l'extraction. Donc, on a basé sur la littérature et on a utilisé une parmi les techniques les plus répandues et les plus convenables pour l'extraction des nanofibres de cellulose. Alors, donc, dans notre cas, on a sélectionné l'homogénéisation à grande vitesse comme traitement mécanique. Donc, j'entame rapidement le protocole expérimental en donnant un petit aperçu. Donc, il faut noter que la cellulose n'est pas soluble dans les solvants. Donc, pour l'obtenir, qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé d'isoler les autres composés non cellulosiques qui sont solubles pour obtenir à la fin les fibres de cellulose sous forme d'un résidu. Donc, dans un environnement bien contrôlé et des paramètres bien choisis, les fibres brutes sont pré-traitées sur deux étapes. Premièrement, par un traitement alcalin avec l'hydroxyde de sodium. Deuxièmement, par un traitement de blanchiment avec le chlorure de sodium pour obtenir des fibres de cellulose brutes de couleur blanchâtre et avec des tailles micrométriques. Donc, pour aller à l'échelle nanométrique, les fibres de cellulose sont traitées à la fin par un traitement mécanique à l'aide d'un homogénéisateur à grande vitesse dans des temps allant de 10 jusqu'à 60 minutes. Donc, il reste à évoquer que tous ces paramètres-là peuvent affecter plus ou moins la structure des nanofibres de cellulose préparées, donc leur performance. Dans notre étude, donc, on s'intéresse uniquement à l'effet du temps de traitement mécanique. Donc, une fois on a fini avec l'extraction, on passe à l'évaluation de la structure des nanofibres de cellulose préparées et de leur performance, et cela en combinant des techniques spectroscopiques et microscopiques. Donc, comme étape préliminaire, il est important d'évaluer si on a vraiment réussi à obtenir un matériau cellulosique pur ou pas, c'est-à-dire si on a vraiment réussi à éliminer les autres composés non cellulosiques déposés à l'intérieur et à l'extérieur des fibres. Donc, pour ce faire, on a analysé la composition chimique des fibres avant et après traitement. Donc, les résultats associés à cette analyse sont résumés donc, dans le tableau 1. Donc, après traitement, on observe donc, pour les deux plantes une augmentation de la teneur en cellulose et une diminution des teneurs en hémicellulose et en lignine. Donc, cette diminution en hémicellulose et en lignine est due à la solubilisation de ces deux composés en raison de la rupture des liaisons alpha-éther et les liaisons ester entre les groupements carboxyliques et hydroxyliques dans les structures de l'hémicellulose et de la lignine. Donc, ce résultat est en bon accord avec ce rapporté précédemment par d'autres chercheurs et avec d'autres matières végétales comme le cas du bois et la paille de blé. Donc, la diminution des teneurs des composés non cellulosiques suggère qu'il y a des changements au niveau de la microstructure, c'est-à-dire que les groupements fonctionnels correspondant à ces composés sont altérés par le traitement chimique. Donc, pour affirmer cette suggestion, on a utilisé la spectroscopie infrarouge. Donc, les résultats aussi sont résumés donc, dans la figure 1. On va donc comparer les spectres. Donc, on va comparer les spectres des fibres avant et après traitement chimique. Donc, effectivement, on observe la disparition des bandes caractéristiques correspondant aux composés non cellulosiques dans le spectre des fibres traitées chimiquement. Donc, la disparition du premier pic à 1730 attribuée soit au groupement acétyl-ester uronique de l'hémicellulose, soit aux liaisons ester des groupements carboxyliques, des acides pyruliques et puis comariques de la lignine ou bien de l'hémicellulose. La disparition du deuxième pic à 1512 attribuée à l'étirement double liaison carbone-carbone dans le cycle aromatique de la structure de la lignine. Le dernier pic qui a disparu aussi est celui à 1240 attribué au composé ester et fer au final.
Maintenant, si on compare les spectres des nanofibres de cellulose préparées à différents temps de traitement mécanique, c'est entre 0 et 60 minutes, on observe une similarité. Donc, on peut dire que le traitement mécanique utilisé n'a aucune influence sur la structure de la cellulose, c'est-à-dire ni génération de nouveaux groupes, ni disparition des groupes qui existent déjà. Donc, ce résultat est en bon accord avec ce rapporté précédemment par d'autres chercheurs et avec d'autres types de traitements mécaniques. Donc, on peut conclure que quel que soit le type de traitement mécanique utilisé, ce dernier n'a aucune influence sur la structure des fibres et que les changements structurels sont principalement induits par le traitement chimique. Donc, pour affirmer cette conclusion, on a utilisé une autre technique complémentaire qui est la diffraction des rayons X. Donc, les résultats associés sont résumés dans la figure 2. Donc, pour l'ensemble des échantillons, on observe des diagrammes de diffraction similaires avec deux pics résolus. Le premier à 22,5 degrés attribué au plan cristallographique 2,00 et le deuxième à 16,5 degrés attribué au plan cristallographique 1,10 qui correspondent à la structure typique de la cellulose 1 qui est la cellulose à l'état natif. Bien que le traitement alcalin puisse traverser la structure de la cellulose de l'allomorphe 1 à l'allomorphe 2, cette transformation n'a pas pu être observée dans notre cas en raison d'une faible concentration alcaline utilisée. Si vous vous rappelez, dans nos modes opératoires, on a utilisé uniquement 5% en poids d'hydroxyde de sodium. Ainsi, l'application de la formule de Seegal nous a permis de déterminer les indices de cristallinité des fibres avant et après traitement chimique, en utilisant les intensités des raies 2,00 et 1,0. Donc, les résultats associés sont résumés dans le tableau 3. Donc, pour les fibres traitées chimiquement, donc, on observe que le pic à 22,5 degrés est plus net, donnant donc un degré de cristallinité de 76,7% contre celui de 62,4% pour les fibres brutes. Donc, cette amélioration, bien cette augmentation en indice de cristallinité est due à l'élimination des fractions amorphes qui sont l'hémicellulose et la lignine, en raison de la rupture des liaisons alpha-éther et les liaisons ester entre les groupements carboxyliques dans la structure de l'hémicellulose et les groupes hydroxyles dans la structure de la lignine. Par la suite, l'indice de cristallinité est utilisé pour observer l'endommagement des nanofibres de cellulose préparées à différents temps de traitement mécanique. Donc, on n'observe aucun changement dans le degré de cristallinité, ce qui montre que le traitement mécanique utilisé dans notre cas, qui est l'homogénéisation à grande vitesse, entraîne moins de dégradation des chaînes de cellulose par rapport à d'autres traitements mécaniques précédemment utilisés par d'autres chercheurs comme le mélange et le broyage et la microfluidisation, où l'indice de cristallinité a diminué de 10%. Donc, j'ai mentionné précédemment que les nanofibres de cellulose préparées dans notre étude sont destinées à être utilisées comme renfort dans les matériaux composites. Et parmi les problèmes rencontrés lors de la préparation du composite, la dégradation thermique des fibres, c'est-à-dire la dégradation thermique des renforts lors du procédé de mise en œuvre. Donc, il est important d'analyser la stabilité thermique des nanofibres de cellulose préparées. Donc, pour ce faire, on a utilisé l'analyse thermogravimétrique. Alors, le principe de cette technique se base sur quoi? Cette technique donc sert à mesurer les variations massiques des matériaux en fonction de la température et du temps. Donc, l'appareil dispose d'une balance de grande précision. Donc, on place l'échantillon de quelques milligrammes dans un creuset sur une canne de mesure. La canne est placée donc dans un four dans lequel circule un gaz à balayage, l'argon ou bien l'azote. Donc, le poids est mesuré régulièrement pour suivre la perte de masse en fonction de l'augmentation de la température. Donc, les résultats associés à cette technique sont résumés dans la figure 6. Donc, généralement, la perte de poids initiale trouvée dans la plage entre 25 jusqu'à 100 degrés Celsius est attribuée à l'élimination de l'humidité et l'évaporation de l'eau liée lors du procédé d'extraction.
J'ai mentionné précédemment, si vous vous rappelez, que les composés les plus majoritaires de la fibre végétale sont la cellulose, l'hémicellulose et la lignine. Donc, le deuxième état de transition thermique correspond à la dégradation de ces trois composés. Donc, on trouve la dégradation de l'hémicellulose qui se produit entre 220 degrés Celsius et 300 degrés Celsius, tandis que la cellulose commence à se décomposer à 315 degrés Celsius en raison de la décomposition des liaisons glycosidiques. Entre 200 et 600 degrés Celsius, on trouve la dégradation thermique de la lignine. Pourquoi cette large dégradation thermique? En raison de sa structure complexe avec plusieurs groupements fonctionnels oxygénés comme les aromatiques et les phénols. Donc, pour mieux cerner ces étapes de transition, on a extrait la dérivée première à partir de la courbe d'IDG. Donc, pour les fibres traitées chimiquement, on observe une seule étape de transition thermique. Par contre, les fibres non traitées, c'est-à-dire les fibres brutes, présentent des étapes de transition multithermique en raison de l'existence de plusieurs composés, la cellulose, l'hémicellulose, la lignine, les pectines, les minéraux dans la structure. Et ces composés, bien sûr, se diffèrent dans leur température de dégradation. Une autre observation est l'augmentation de la température de début de dégradation en raison de l'élimination de ces composés non cellulosiques connus par leur basse température de dégradation. Donc, ces résultats sont confrontés par des observations microscopiques. Donc, à l'état naturel, les chaînes de cellulose sont reliées au sein de la paroi végétale par des composés cimentaires qui sont l'hémicellulose et la lignine, formant ainsi donc un faisceau dense qui de certains diamètres et à structure complexe, ce qu'on appelle la fibre brute. Donc, un grossissement de 100 micromètres montre que la fibre brute est assez cylindrique avec une surface partiellement lisse en raison du dépôt d'une couche séreuse à l'extérieur. Quelques plaques sous-dimensionnées adhèrent à la surface qui peuvent être des impuretés ou des composés non cellulosiques. Donc, après traitement, figure B, donc la fibre brute est bien divisée en fibres individuelles en raison donc, de l'élimination des composés cimentaires qui sont l'hémicellulose et la lignine. Donc, les fibres individuelles présentent donc une structure aléatoire. Ils sont donc enchevêtrés et superposés avec des dimensions inégales à l'échelle micrométrique. Donc, la longueur reste toujours supérieure à la largeur. Donc, les nanofibres de cellulose préparées à différents temps de traitement mécanique sont aussi observées par le microscope électronique à balayage. Donc, avec des temps de traitement mécanique de 10 minutes, donc des fibres avec des largeurs de 22 nanomètres sont observées. Et avec des temps plus longs de traitement mécanique jusqu'à 60 minutes, donc on peut obtenir des nanofibres de cellulose avec des largeurs plus petites. Donc, j'ai terminé avec la première phase. Je résume rapidement les principaux résultats obtenus. Donc, des nanofibres de cellulose avec des tailles nanométriques ont été isolées avec succès à partir de matières végétales renouvelables et abondantes, dans notre cas, donc les fibres de zizi jojoba et les fibres libériennes de chanvre. Après traitement, donc les fibres ont montré une teneur en cellulose plus élevée et une teneur plus faible en hémicellulose et en lignine, associée à un indice de cristallinité plus élevé et de meilleures propriétés thermiques par rapport à celles des fibres brutes. Donc, à partir de ces résultats, donc, les deux matières végétales sélectionnées dans notre étude constituent donc une source potentielle de nanomatériaux de valeur, qui sont les nanofibres de cellulose. Ces nanofibres donc peuvent être potentiellement considérées comme de bons renforts pour les biocomposites. Je vais aborder maintenant donc la deuxième phase qui consiste à réussir la synthèse des matériaux composites. D'abord, c'est quoi un composite? Un composite peut être défini comme l'assemblage de moins deux constituants qui sont la matrice et le renfort de l'assemblage final ayant des propriétés supérieures à celles de chacun des constituants. Donc, dans cette partie, qu'est-ce qu'on a fait? On a incorporé les nanofibres de cellulose préparées dans la première étape
comme renfort dans une matrice acrylique à base de l'huile de soja. Alors, j'entame rapidement le protocole de synthèse en donnant un petit aperçu. Donc, on a basé toujours sur la littérature, on a utilisé une parmi les techniques les plus répandues et les plus convenables pour la préparation du composite. Donc, dans notre cas, on a sélectionné l'échange de solvants. Pourquoi cette technique? Tout simplement pour assurer une distribution homogène des nanofibres de cellulose hydrophile dans la matrice hydrophobe. Donc, les composites sont préparés sur 2 étapes. Dans la première étape, la suspension de nanocellulose est filtrée sous vide. Après filtration, les préformes formées sur le filtre sont transférées dans un bain contenant le solvant en question, dans notre cas l'acétone, où l'échange d'eau avec l'acétone est effectué sur 24 heures. Par la suite, dans un environnement bien contrôlé et des paramètres bien choisis, les préformes sont imprégnées dans une solution contenant soit 15% en poids, soit 7% en poids d'acrylate. Donc, dans la deuxième étape, les films formés sont photopolymérisés sous irradiation UV dans un environnement totalement exempt d'oxygène. Donc, une fois les conditions opératoires sont résumées dans le tableau 5. Il reste à évoquer que tous ces paramètres-là peuvent affecter plus ou moins la structure des nanocomposites préparés et donc leurs propriétés fonctionnelles. Donc, dans les parties qui suivent, les composites préparés avec 15% en poids d'acrylate seront désignés comme composites à faible teneur en nanocellulose et ceux préparés avec 7% en poids d'acrylate seront désignés comme composites à teneur élevée en nanofibres de cellulose. Donc, une fois on a terminé l'étape de synthèse, on passe à l'évaluation de la structure du composite et de leur performance en utilisant toujours des techniques spectroscopiques et microscopiques. Donc, comme étape préliminaire, il est important d'évaluer si on a vraiment réussi à incorporer les nanofibres de cellulose dans la matrice haute ou pas. Pour ce faire, on a utilisé la spectroscopie infrarouge. Donc, on va comparer les spectres des nanofibres de cellulose seul avec le spectre d'acrylate, donc avec celui du composite. Donc, si je prends les spectres des nanofibres avec le spectre d'acrylate, on observe que la différence réside dans les traits caractéristiques des groupements acrylate. Donc, ces groupements sont identifiés par un pic à 1731 correspondant au groupe carbonyle, tandis que la vibration déterminante de la double liaison alphatique carbone-carbone est assignée par un double pic à 1636-1618 et l'autre à 809. Maintenant, si je compare le spectre des deux matériaux avec le spectre des composites, on trouve que le spectre des composites montre les principaux pics caractéristiques résultant de la combinaison de ceux de nanofibres avec de l'acrylate. Par la suite, la spectroscopie infrarouge est utilisée pour le suivi cinétique de la réaction de photopolymérisation. Donc, j'ai mentionné maintenant que la double liaison aliphatique acrylique est assignée par un double pic à 1636-1618 et l'autre à 809. Donc, parmi ces pics, le plus approprié à suivre pour évaluer le degré de durcissement est celui à 809. Parce que les autres donc, se trouvent dans une zone de perturbation et il est difficile un peu de les suivre exactement. Donc la figure 10 représente un agrandissement de la bande de suivi à 809. Donc on observe une diminution de l'absorbance en fonction de l'augmentation du temps d'exposition à l'irradiation UV, ce qui indique que la réaction de polymérisation a atteint une conversion quantitative. Comment je vous explique? Sous irradiation UV, le photoinitiateur subit un clivage homolytique, donnant donc 2 radicaux carbonés. Ces radicaux sont actifs. Ces radicaux actifs donc ouvrent les doubles liaisons dans le monomère, qui est l'acrylate à base de l'huile de soja. Donc, ce qui permet d'obtenir des molécules
des monomères activés. Ce qu'on appelle des centres actifs, on le note avec un poids en nom. Cette étape donc est appelée la réaction d'amorçage. Donc, ce processus répétitif donc provoque l'addition donc successive des monomères, et donc c'est la croissance de la macromolécule. Cette étape est dite la réaction de propagation. Elle se détermine par la destruction du centre actif. Cette étape donc est appelée la réaction de terminaison. Le résultat est un réseau dense de macromolécules. Par la suite, l'application de l'expression 2 nous a permis de déterminer le taux de conversion de la réaction. D'abord, c'est quoi le taux de conversion? C'est le pourcentage des double liaisons acrylate carbone-carbone qui a été converti en simple liaison carbone-carbone lors de la réaction de polymérisation. Donc, le photoinitiateur sélectionné, son concentration, le rapport final résine renfort, le temps et l'intensité d'irradiation sont tous des paramètres qui entrent en jeu lors de la réaction de polymérisation et donc affectent le taux de conversion. Donc, pour améliorer la conversion finale, on a essayé d'étudier certains de ces paramètres. Donc, on commence par le premier paramètre utilisé qui est la présence d'oxygène. Il faut noter que la réaction d'acrylate en présence de photoinitiateur procède par un mécanisme radical qui est affecté par la présence d'oxygène. Donc, on a étudié sa cinétique à la fois sous air et à l'abri de l'air en moyen d'un film en polypropylène transparent OGV. Donc, les résultats associés sont résumés dans la figure 12. Donc, sous air, on observe que la réaction commence lentement et une conversion de 50% est atteinte après 5 minutes. Puis la vitesse augmente et une conversion de 85% est atteinte dans les 9 minutes. Donc la vitesse initiale lente est attribuée à l'inhibition de l'oxygène. L'oxygène peut piéger les radicaux libres initiateurs et les radicaux polymères en croissance, donc en formant des radicaux peroxydes. Ces radicaux ne sont pas réactifs vis-à-vis des double liaisons acrylates. Donc ne peuvent initier ou participer à aucune réaction, donc entraînant un ralentissement de la réaction jusqu'à ce que l'oxygène soit consommé. À l'abri de l'air, la réaction se déroule rapidement dès le début de l'irradiation et atteignant une conversion plus de 50% en 30 secondes. Le deuxième paramètre étudie l'intensité des radiations UV. Donc, pour étudier l'influence de l'intensité des radiations, on a réalisé une série de mesures dans un environnement totalement exempt d'oxygène, c'est-à-dire sous azote, dans des temps allant de 0 jusqu'à 2 minutes. 3 intensités lumineuses sont utilisées, à savoir 100, 130 et 140 mW par centimètre carré. Donc, on observe une relation parallèle entre la conversion et l'intensité des radiations. Ceci donc peut être expliqué par plus d'intensité, plus de radicaux réactifs à un instant T, donc capables d'activer par unité de volume un plus grand nombre de groupes fonctionnels. Donc on termine avec la cinétique par l'étude du dernier paramètre qui est la concentration résine renfort, c'est-à-dire résine dans les fibres de cellulose. Donc pour les deux fractions, on observe que les taux de réaction sont comparables au début de la réaction. Après 0,5 minutes, la vitesse a diminué plus nettement lorsqu'une concentration plus élevée en nanofibres de cellulose est utilisée, donc donnant un degré de conversion de 75%, qui est un peu plus faible par rapport aux composites à faible teneur en nanofibres de cellulose. J'ai mentionné précédemment que les films composites préparés dans notre étude sont destinés à être utilisés comme matériaux d'emballage. Et pour assurer une fonction d'emballage, un matériau doit présenter des propriétés mécaniques et barrières améliorées et adaptées à cette application. Donc pour évaluer si nos composites sont adaptés à cette application, c'est-à-dire l'emballage, on a
évaluer leurs propriétés barrières. Donc, les résultats associés sont résumés dans la figure 15. Donc, on observe une réduction de on observe que la perméabilité a été réduite de plus de 60% après l'ajout d'acrylate. Alors là, qu'est-ce qui se fait que ce type de matériau est censé avoir des propriétés barrières améliorées? Alors, si je prends une section du film et je la découpe, qu'est-ce que je trouve? Donc, par l'introduction des nanofibres de cellulose, et la dispersion de ces nanofibres au sein de la matrice, on peut créer un chemin tortueux et long pour la molécule diffusante dans notre cas qui est la vapeur d'eau. Par rapport donc au film d'emballage à base de nanofibres de cellulose uniquement, où le chemin est très court et direct pour la molécule d'eau. Concernant donc la mécanique, on observe que les propriétés en traction du composite sont un peu faibles par rapport aux propriétés de la nanofibre de cellulose seule. Donc on peut dire qu'on n'a pas réussi vraiment à obtenir des composites avec une résistance mécanique assez adaptée pour une large gamme de produits. Donc les valeurs obtenues dans notre étude restent limitées pour certains produits uniquement. Donc ceci peut être expliqué par des faibles interactions interfaciales entre les fibres de cellulose qui sont hydrophiles dans la matrice qui est hydrophobe. Donc cette différence d'hydrophilie rend le transfert donc, de charge entre la matrice et le renfort non optimal et donc la formation des agrégations de nanoparticules. Donc ce problème a été déjà posé par d'autres chercheurs avec d'autres biopolymères, donc ce qui nécessite une modification de surface de la nanofibre de cellulose pour la rendre hydrophobe. Donc pour mieux comprendre les effets des interactions interfaciales sur les propriétés des composites, on a établi une étude comparative entre les films composites préparés déjà à base de l'huile de soja avec un autre type de composite à base de polyéthylène glycol diacrylate. Donc les deux composites sont à base de deux matrices de nature différente. Donc on a sélectionné la première résine comme matrice hydrophobe, l'huile de soja, et la deuxième résine, le polyéthylène, comme matrice hydrophile. Donc il faut noter que les films composites à base de polyéthylène glycol diacrylate sont préparés de la même manière et de la même méthode que les films composites à base de l'huile de soja. Donc, pour expliquer et donc comparer les propriétés des films composites préparés, il est nécessaire de connaître et de comprendre la structure de chacun des composites. Donc, pour ce faire, on a utilisé la microscopie électronique à balayage. Donc, les résultats associés sont résumés dans la figure 19. Donc, pour les deux composites, on a des films autoportants flexibles sont obtenus. Donc, avec les deux matrices, les composites avec la teneur plus élevée en nanofibres de cellulose, avec la teneur en nanofibres de cellulose avec la teneur inférieure sont relativement transparents, bien que légèrement flous, en raison des effets diffusifs formés par la texture formée par la nanofibre de cellulose, la structure de la nanocellulose à la surface. Ceux avec le pourcentage en poids en nanofibres de cellulose plus élevé sont plutôt opaques. Ceci peut être expliqué par une porosité plus élevée, comme a été indiqué par les images microscopiques. Une explication possible est que lorsque le solvant s'évapore rapidement, la structure tridimensionnelle formée par la nanofibre de cellulose n'a pas le temps de s'adapter et de remplir les vides restants. Donc la technique d'évaporation du solvant est très importante pour déterminer la porosité. Donc, une évaporation rapide du solvant provoque une porosité élevée, une évaporation lente, donc moins de porosité. Donc, une fois on a connu la structure de chacun des composites, on peut maintenant
expliquer, comparer leurs propriétés. Donc on commence par les propriétés thermiques. Donc on observe les résultats associés sont résumés dans la figure 20. Donc pour les composites à base de polyéthylène glycol diacrylate, donc on observe deux pertes de poids distinctes. Ces deux pertes sont assignées dans la courbe DTG par deux pics résolus. Le premier à 368, attribué correspondant à la décomposition de la nanofibre de cellulose. Le deuxième à 430 degrés Celsius, correspondant à la dégradation de la matrice, c'est-à-dire le polyéthylène. Pour les composites à base de l'huile de soja, donc la dégradation de la matrice et de la nanofibre de cellulose s'est produite à des températures proches, ne permettant donc pas la résolution des deux étapes de transition. Donc un seul pic est apparu dans la courbe DTG. Une autre observation est que les courbes se déplacent un peu légèrement à des températures plus élevées lorsque la teneur en nanofibres de cellulose, avec la diminution de la teneur en cellulose et en même temps l'augmentation de la teneur en acrylate. Une preuve donc de l'efficacité de l'ajout d'acrylate pour son pouvoir retardateur d'incendie, donc ce qui montre une meilleure résistance à la décomposition thermique. Donc ceci peut être expliqué par l'existence de certaines adhésions entre la matrice et le renfort. Donc pour les propriétés mécaniques, donc les résultats sont résumés dans la figure 21. Donc on observe que des modules de traction et des résistances d'environ 1 à 2 gigapascales et 20 à 27 mégapascales sont obtenus. Ces valeurs sont comparables donc à ceux des polymères biosourcés actuellement utilisés dans le domaine d'application, dans les applications d'emballage, comme le cas de polyacide lactique et le succinate de polybutylène. Maintenant, si on compare entre les deux matrices, on voit que les composites à base de polyéthylène donc, présentent le module le plus haut. Donc, ceci peut être expliqué par l'existence d'une affinité entre la matrice et le renfort. Une autre observation est que les composites à base de l'huile de soja avec une teneur plus élevée en nanofibres de cellulose donc, présentent le module le plus bas. Ceci donc peut être expliqué par des interactions interfaciales faibles et limitées, autrement dit, une mauvaise comptabilité et adhérence entre la matrice et le renfort. Donc, cette différence d'hydrophilie engendre rend le transfert de charge faible et non optimal entre la matrice et le renfort, et donc la formation des agrégats de nanoparticules. Donc, je termine notre étude avec les propriétés barrières. Donc, les résultats associés sont résumés dans la figure 22. Donc, on observe avec les deux matrices que les composites préparés avec une teneur plus élevée en nanofibres de cellulose présentent une perméabilité élevée. Ceci donc peut être expliqué par une porosité élevée, comme a été indiqué dans les observations microscopiques précédentes. Alors, je vais conclure également sur la deuxième partie. Donc, les films composites durcis sont autoportants, flexibles, hydrophobes, résistants à l'eau et leurs propriétés barrières et de traction se situent dans la même gamme que celles des biopolymères biosourcés actuellement utilisés pour les applications d'emballage. Les résultats obtenus donc mettent en évidence que deux facteurs affectent fortement les propriétés barrières. Le premier paramètre qui est le rapport final résine-renfort qui détermine la porosité des films. Le deuxième paramètre qui est la polarité de la matrice qui influence les interactions interfaciales. Enfin, je vais conclure sur la thèse de façon générale. Donc, dans la première étape, on a réussi à valoriser la biomasse
végétale par l'extraction des nanofibres de cellulose. Le succès dans cette étape est concrétisé par la publication du premier article. Dans la deuxième étape, on a réussi une autre fois à développer de nouveaux matériaux composites recyclables avec un impact environnemental réduit et des propriétés barrières améliorées, adaptées à l'emballage en utilisant des procédés respectueux de l'environnement. Donc le succès dans cette étape nous a permis également de publier le deuxième article. Ici, j'ai proposé quelques perspectives pour quelques entreprises dans des travaux futurs. Donc, si je prends donc la première partie, les champs sur les polymères sont très larges. Donc, j'ai sélectionné les plus importants. Donc, il est intéressant d'étudier l'influence de certains paramètres sur la stabilité thermique des fibres parce que lors de la préparation parce que parmi les problèmes rencontrés lors de la préparation du composite est l'éternel problème de la dégradation des fibres lors du procédé de mise en œuvre. Donc il est important d'étudier l'influence du degré de polymérisation, l'indice de cristallinité et l'énergie de liaison hydrogène sur la stabilité thermique des fibres. Pour la deuxième partie, une modification de surface des nanofibres de cellulose préparées est souvent nécessaire pour modifier leur chimie de surface et donc améliorer leur comptabilité avec la matrice hydrophobe. Enfin, donc, il est intéressant de fournir un modèle approprié pour les propriétés barrières grâce à une approche phénoménologique. Vous trouvez ici dans l'ensemble des communications dans des séminaires nationaux et internationaux que j'ai eu la chance d'avoir avec mon directeur. Et merci pour votre attention.